Alors, vous aimez le pam pam boum boum, et vous aimez Warhammer 40K, et vous vous demandez si ce Space Marine 2 tournera bien sur votre PC. Eh bien, on va aller voir si c'est le cas ou pas juste après la petite sponsor. Allons-y, c'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne. Vous connaissez sûrement Godil24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans. Eh bien, on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9 € et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14 € avec le code de la chaîne VCG 50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG 62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal. Et au moment de recevoir là ou les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, Warhammer 40K Space Marine 2, c'est la suite de Warhammer 40K Space Marine, sorti il y a plus de 10 ans, et ça tournait à l'époque sur la génération PS3, Xbox 360, donc le premier volet, c'est pas tout nouveau. Et donc pour ce Space Marine 2 qui sort ce 9 septembre, c'est Saber Interactive qui est au développement, qui était déjà à la manœuvre sur World War Z il y a quelques années, qui était un Left 4 Dead-like. Et au niveau du jeu lui-même, ce Space Marine 2, on va dire que c'est un dérivé de Gears of War, mais sans les histoires de cover et compagnie, et c'est un shooter à la troisième personne, jouable en multijoueur, en équipe de 3, et par certains côtés, on pourrait être tenté de se dire que c'est pas si différent de Warhammer Dark Tide, qui était sorti en 2022, qui est un co-op shooter vu FPS dans l'univers de Warhammer 40K, mais bon, même si les deux ont des similitudes, je dirais, dans les grands principes, donc dégommer des vagues d'ennemis, Dark Tide, c'est pas exactement le même type de jeu non plus. Mais bref, au niveau technique, on est sur le Swarm Engine, qui avait servi sur World War Z, mais avec des évolutions depuis, bien évidemment. Je rappelle en passant, c'est pas parce qu'un moteur a le même nom qu'un jeu sorti il y a 10 ans que c'est exactement le même moteur. Je dis ça parce que sur ma vidéo sur Star Wars, certains semblent penser que le Snowdrop Engine de Star Wars, ça serait la même chose que celui qui avait servi pour The Division en 2016. Un moteur de jeu, ça évolue dans le temps, même si le nom reste le même. Mais bref, au niveau du rendu, je trouve que le jeu lui-même est plutôt sympa, c'est pas une claque technique, mais c'est très propre. L'ADA, c'est du Warhammer 40K, je vous avoue que j'y connais pas grand-chose à l'univers Warhammer, mais de ce que j'ai entendu dire, le jeu est plutôt respectueux de l'univers, et perso, je trouve que c'est très plaisant visuellement dans l'ensemble. Et je trouve le titre vraiment très sympathique techniquement parlant, voire, je trouve que c'est plus sympa même que Dark Tide, sorti il y a environ 2 ans. Alors, il y a énormément de détails, ça pète de partout, on voit les monstres à distance par centaines, c'est le chaos le plus total, et c'est vraiment plutôt sympa si vous aimez le style. On est sur un jeu sponsor AMD, par contre, pour la version PC, au niveau des features, on est sur du très basique. Alors, il y a le TAA de base pour le rendu natif, qui, si on l'utilise pour upscaler, va passer sur le FSR 1. Donc du coup, si vous voulez utiliser l'upscaler, vaut mieux pas utiliser le natif, le TAA de base du jeu. On retrouve également au niveau des upscalers le FSR2 ainsi que le DLSS. Par contre, il n'y a pas de XeSS sur le titre, ce qui est toujours un petit peu dommage. Il n'y a aussi aucune techno de frame generation sur le titre, pas de ray tracing, pas de support non plus du 21/9, même si celui-ci est censé arriver très rapidement apparemment, mais c'est dommage que ce soit pas là à la sortie. Pas de HDR non plus, donc il faudra passer par l'auto HDR de Windows, le RTX HDR si vous êtes chez Nvidia, ou Special K, il y a moyen, je dirais, de pallier au problème. Donc pour la version PC, il manque quelques features qui auraient quand même pu servir. Par contre, au niveau du feeling global, j'ai fait quelques missions dans l'ensemble, ça tourne plutôt bien. C'est gourmand, mais stable. Alors, il y a quelques stutters qui restent, malgré une compilation de shader au lancement du jeu, mais je dirais que c'est moins embêtant que dans pas mal d'autres jeux. Mais je pense que c'est le type de stutter qui arrive qu'une seule fois, donc c'est clairement à cause de la compilation de shader, donc au plus vous jouez, au moins vous aurez de stutter. C'est gênant, j'espère que ce sera corrigé, mais c'est pas non plus la catastrophe. Sinon, quand je dis que le jeu est gourmand, c'est gourmand au niveau carte graphique, mais on a vu pire, je dirais, dernièrement, mais c'est aussi très gourmand du point de vue processeur. À tel point que j'ai même enregistré les tests processeurs pour que vous puissiez voir l'impact des processeurs, justement, parce que c'est plutôt violent. Et en parlant de tests, alors, c'est un jeu assez particulier, puisque c'est le gros bordel quasi tout le temps, énormément de monstres, et pour avoir quelque chose de représentatif et répétable facilement,
bah, c'est pas simple, voire quasiment impossible. Du coup, ben, j'ai choisi d'utiliser un segment d'une des premières missions, 1 minute de gameplay, on bouge pas énormément, et grosso modo, on attend les vagues et on dézingue ce qui tombe. Et ben, je reproduis la scène plusieurs fois, et j'en fais ensuite une moyenne. C'est pas idéal, et je verrai plus tard ben, s'il y a moyen d'avoir une scène plus simple à répéter, hein, mais dans l'ensemble, il n'y avait pas vraiment de grands changements d'un run à l'autre non plus, donc ça me paraît plutôt correct. Alors d'ordinaire j'aime bien traverser les maps pour, j'irai voir un petit peu comment ça se passe, bah, justement quand on passe d'un endroit à un autre, si la charge change, si le moteur gère ça bien, comme par exemple sur Star Wars, le fait d'arriver ben, d'une petite promenade en speeder à la ville, avec les cartes à 8 Go de VRAM par exemple, ben, ça montrait qu'on pouvait rencontrer des problèmes de temps en temps quand il y avait le ray tracing d'activer. Là, du coup, sur Space Marine 2, je peux pas faire ce genre de truc. Donc, on va aller voir ce que ça donne avec les petites vidéos comparatives, hein, comme je le fais régulièrement maintenant, et les graphiques habituels, bref, allons-y. Bon, alors, on va faire un petit tour assez rapide hein, du côté des upscalers, puisque bon, en réalité, sur ce jeu-là, hein, on n'a pas trop le temps d'admirer le décor, mais c'est quand même assez intéressant de voir un petit peu comment ça se comporte, à la fois pour le natif, ici à gauche, au milieu, on aura le DLSS, et à droite, c'est le FSR. FSR et DLSS en mode quality en 1440p, et là c'est le TA natif. Donc, alors déjà, si on regarde un petit peu au premier plan au niveau du personnage, bon, on peut voir que au niveau des cheveux, par exemple, le natif est plus défini. C'est léger, hein, mais très clairement, le DLSS et le FSR sont un petit peu plus flous. On voit par contre qu'autour du personnage ici, le DLSS est plus net. Là, on a un petit peu de bruit hein, autour de l'image, autour de la tête, et avec le FSR c'est un petit peu plus marqué. On voit aussi direct hein, qu'un petit peu plus loin, ici le FSR retranscrit moins bien le petit éclairage. Au niveau des inscriptions sur l'épaule, ben, très clairement, hein, bon, le natif est un petit peu plus net, le DLSS est un petit peu plus flou, et le FSR encore un cran moins net hein, que le DLSS ici. Au niveau de ce qui se passe avec le bras là, bon, encore une fois natif un peu plus net, le DLSS s'en sort pas trop mal, mais l'image est un petit peu plus soft. On a l'impression que c'est plus sharp à gauche, hein, et le FSR c'est très clairement le plus flou des trois. Sinon, ce qui se passe à distance, au niveau des petits détails, si on prend l'antenne ici par exemple, alors on voit que c'est pas la même chose du tout, hein. Là, on voit qu'en natif, c'est très pixelisé, mais c'est très défini, on va dire. Le DLSS, tout est plutôt bien retranscrit, même par certains côtés. Par exemple, les pieds du pylône sont un petit peu moins transparents, un petit peu moins pixelisés aussi, c'est plus soft. Hein. Et le FSR, on a l'impression que c'est un mélange des deux, mais ça produit du coup la moins belle image des trois. Bon, après, évidemment, ça c'est les petits détails habituels. Et en mouvement, le comportement est pas du tout le même. Hein. En natif, on voit que c'est pas méga stable, mais c'est très fin. On a le DLSS où c'est beaucoup plus stable, mais du coup un petit peu moins défini. Et le FSR, c'est là... C'est encore une fois un petit peu un mélange des deux, mais ça fait un petit peu plus bouilli de pixels qu'en natif. Et c'est beaucoup moins stable que le DLSS, ce qui fait que si on regarde à distance, on a l'impression que le FSR, ça fourmille un petit peu. C'est pas très stable, quoi. L'autre pylône un petit peu plus proche, un petit peu la même chose. Hein. Clairement, là, on voit que le FSR, au niveau du pylône en bas, au niveau des câbles, là, ça fourmille beaucoup, tandis que le DLSS reste très stable, et le rendu natif, il est beaucoup plus sharp, mais il est moins stable. Donc par certains côtés, il y a un petit peu de flickering hein, en natif, par exemple là où le DLSS se maintient bien, et là le FSR je dirais fait mieux que le natif aussi. Et sinon, au niveau du feeling général, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau des petites particules là, elles sont moins nettes avec le DLSS, on les voit moins qu'avec le rendu natif. Et avec le FSR, je dirais on les voit encore un petit peu moins. Donc on perd un petit peu là-dessus. Alors, en ce qui concerne les vagues d'ennemis qui arrivent à distance, puisque c'est quelque chose qui arrive quand même assez régulièrement dans le titre, bon, ce qu'on peut noter, c'est que déjà à gauche, c'est clairement un petit peu plus net qu'avec le DLSS ou le FSR. Par contre, c'est un petit peu plus pixelisé, mais rien de dramatique, hein, je dirais. Avec le DLSS, on voit que la caméra n'est pas exactement au même endroit, le DLSS c'est un peu moins net. C'est la même chose que depuis le début en fait, hein. C'est un petit peu moins net, mais c'est un petit peu plus stable. Et en ce qui concerne le FSR, est-ce qu'il n'y a pas fumée?
Le FSR, ben c'est pas dégueu, hein. C'est un petit peu moins net, je dirais, que le rendu natif, mais on perd un petit peu ce côté pixelisé qu'avait le natif, donc c'est kiff-kiff. Je dirais, je préfère quand même le rendu à gauche, mais j'ai envie de dire le FSR ici se débrouille plutôt bien, tout comme le DLSS en fait, hein, c'est vraiment loin d'être dégueu. Et enfin pour terminer, ben, je voulais voir ce que ça donne un petit peu avec les nuées d'ennemis qu'on voyait dans le ciel, puisque ça arrive assez régulièrement. Bon, c'est un petit peu le bordel, puisque là j'étais en plein milieu d'un champ de bataille, je me fais attaquer, et du coup, bah, il y a un moment je suis mort, j'ai dû me repositionner en natif, et du coup, je suis pas exactement au même endroit et sur le même positionnement non plus. Bon, on va regarder, je dirais, séparément, et voir un petit peu comment ça se comporte. Au niveau du natif, bon, on voit que la nuée d'ennemis est plutôt nette, c'est plutôt bien défini, il n'y a pas de pixelisation à outrance, il n'y a pas de ghosting, ça se passe plutôt bien. Pour le DLSS au milieu, on voit que, comme depuis le début, hein, c'est un petit peu moins net, mais c'est très stable, hein, il n'y a pas de souci majeur. C'est plutôt correct. Il n'y a pas de ghosting, ça se maintient plutôt bien. Et pour le FSR, ici je dirais que ça me paraît, ma foi, plutôt correct. Bon, c'est plutôt propre, hein. C'est un petit peu moins net que le natif, je dirais, mais ça va. Il n'y a pas de souci majeur. Donc dans l'ensemble, hein, j'ai envie de dire, les upscalers sont un petit peu moins nets que le rendu natif, ce qui est tout à fait logique, hein, en 1440p. Mais ça se maintient plutôt bien pour le DLSS, qui généralement retranscrit les petits détails et a un affichage très stable, hein, c'est souvent ça la grande force du DLSS. Et le FSR, un petit peu en dessous, mais sur ce jeu-là, j'ai l'impression que ça va à peu près. Après, on retrouve, hein, j'irai les petites... Enfin, les petits soucis classiques du FSR, mais comme c'est pas un environnement trop angulaire, trop urbain, avec des néons et compagnie, sur ce jeu-là, je trouve que le FSR s'en sort vraiment très bien. Alors, on débute les comparatifs. Bon, avec la 4090 qui est toute seule, ce qu'on peut noter, c'est qu'ici, en 4K natif, bon, elle tourne aux alentours des 90 FPS, ce qui est tout à fait correct, hein. Et on est, même en 4K, pas très très loin d'être limité par le processeur, puisque si vous regardez le GPU load en haut à gauche, on est souvent en dessous des 90%. Donc on n'est pas limité par le processeur ici, on est limité par la carte graphique, mais on n'est pas très très loin d'être limité par le processeur. On verra plus tard, hein, que c'est vraiment très très compliqué du côté processeur aussi. On tourne aux alentours des 80-90 FPS, ce qui est un plutôt bon score, hein, puisque le jeu, même en dehors du processeur, est quand même assez gourmand côté graphique aussi. Pour le fight, 4080 Super, 7900 XTX en 4K là aussi, on voit qu'on est un cran en dessous par rapport à la 4090. Alors on voit que la 4080 Super va osciller entre les 60-70, de temps en temps un petit peu au-dessus, et on voit que pour la 7900 XTX, c'est un petit peu la même chose, hein. Elle est un petit cran au-dessus, je dirais, mais c'est assez proche dans l'ensemble, donc c'est un scénario qu'on retrouve dans la majorité des jeux. Rasterisation brute, la 7900 XTX a un léger avantage sur la 4080 Super de quelques pourcents. Alors pour la bataille 4070 Ti Super, 7900 XT, ici on est en 1440p. Bon, ce qu'on peut noter, c'est que la 4070 Ti Super a quand même l'air d'avoir un léger avantage dans l'ensemble. On sent qu'elle est souvent un petit cran au-dessus, ce qui n'est pas si commun que ça, hein. C'est vrai que d'habitude la 7900 XT est souvent un petit cran au-dessus. Bon, tout du moins ici en 1440p, je dirais c'est avantage 4070 Ti Super, même si la 7900 XT est pas très très loin derrière. En 4K, par contre, avec les mêmes cartes, on voit qu'encore une fois, les deux semblent vraiment très 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 proches, mais là je dirais que c'est plutôt un petit avantage pour la 7900 XT. Ce qui est pas vraiment hyper surprenant, hein. On sait que quand on arrive en 4K, les cartes type 4070 Ti, 4080 même, ont tendance à perdre un petit peu de terrain sur leurs équivalentes de chez AMD, puisqu'elles ont un plus gros bus mémoire, hein, la plupart du temps. Que la 7900 XT rattrape son retard ici, c'est pas surprenant. Dans l'ensemble, on voit qu'on est autour des 60 FPS, mais on n'y est pas, hein, on les maintient pas, donc le jeu est quand même plutôt gourmand. Alors pour le match 4070 Super 7900 GRE, là c'est un petit peu particulier, puisque dans tous mes tests, hein, la 7900 GRE avait vraiment des performances décevantes, même par rapport à la 7800 XT. La 7800 XT est un bon cran au-dessus tout le temps. Alors on sait, hein, que la 7900 GRE, c'est un GPU, je dirais, un petit peu atypique, beaucoup d'unités de calcul, mais la contrepartie, c'était au niveau de la mémoire, elle est beaucoup plus lente, hein, que même la 7800 XT, ce qui peut avoir un impact ici, et c'est probablement ça qui joue le plus, ce qui explique probablement pourquoi elle fait un si mauvais score. Parce que là on est en 1440p, on voit que la 4070 Super tourne aux alentours des 100 FPS, la GRE ici, on est plus aux alentours des 60, ce qui est quand même plutôt rare, hein. D'ordinaire, la GRE
est pas très loin derrière ou devant la 4070 Super, et très clairement dans quasiment tous les cas, elle est devant la 7800 XT, même si c'est déjà arrivé qu'elle soit derrière. Bon, sur ce jeu-là, elle est quand même un bon cran derrière. Donc peut-être aussi, côté driver, il y a un truc qui va pas. Puisque comme on le voit maintenant ici, pour le match 4070, 7800 XT, c'est beaucoup plus serré. Alors certes, la 4070 a un léger avantage ici, elle est devant la 7800 XT, mais c'est quand même beaucoup moins marqué qu'entre le match 4070 Super, 7900 GRE. Donc là, on voit que la 7800 XT fait mieux que la GRE, puisqu'elle tourne plus aux alentours des 70, voire 80. Donc, bon, c'est une anomalie, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé, mais là, c'est vrai que c'est un écart beaucoup plus marqué que ce que l'on voit d'habitude. Peut-être qu'avec un overclock sur la RAM, la GRE pourrait rattraper son retard. Pour le match 4060 Ti 7700 XT, alors ici j'ai utilisé la 4060 Ti 8Go. Bon, j'ai pas fait de vidéo avec la 16, puisque concrètement, comme vous le voyez ici, au niveau utilisation de VRAM, le jeu est pas spécialement gourmand. On tourne aux alentours des 5 Go, ce qui est vraiment très peu. Donc, au niveau des performances, comme bien souvent, c'est avantage à la 7700 XT par rapport à la 4060 Ti, puisque là on voit que la 7700 XT tourne plus aux alentours des 80-90, la 4060 Ti est plus aux alentours des 70-80, on va dire ça comme ça. Les performances sont très correctes. Et pour nos petites cartes de la génération actuelle, la 4060 et la 7600, et bien comme très souvent, les deux font un quasi-égalité, peut-être petit avantage pour la 4060, mais vraiment très léger. Bon, c'est un scénario qu'on a vu dans la majorité des jeux, c'est très rare que les cartes se démarquent vraiment, c'est souvent quasiment exactement les mêmes performances, ici aussi c'est le cas. Alors on retrouve ensuite un duel qui n'en est pas vraiment un, puisque oui, entre la 3080 et la 3090 Ti, évidemment la 3090 Ti est au-dessus. Au niveau des performances, on voit qu'en 1440p, la 3080 s'en sort plutôt correctement, on tourne dans les 80-90 fps, et la 3090 Ti entre les 100 et 110, donc c'est un écart relativement classique, et on voit que les deux cartes s'en sortent tout à fait correctement sur le titre, il n'y a aucun problème. Aucun problème pour la VRAM non plus, pour la 3080, les 10 Go ici sont largement suffisants. Pour le combat 3060 Ti 6700 XT, eh bien on peut voir ici que RDNA2 ne semble pas spécialement à la fête sur le titre, puisque très clairement la 3060 Ti fait quand même beaucoup mieux. On est en 1080p natif, on voit que la 3060 Ti ici tourne dans les 80-90, la 6700 XT, on est plus aux alentours des 60, donc bon, il y a quand même un bel avantage, je dirais, de performance pour la 3060 Ti sur le titre. Peut-être que de futurs drivers chez AMD permettront de corriger le problème, puisque autant RDNA 3 c'était dans l'ensemble plutôt serré, en dehors je dirais de l'anomalie 7900 GRE, autant là ici pour RDNA 2, on le verra juste après avec la 6600, ça fait quand même significativement moins bien que les cartes de génération 3000 chez Nvidia. Puisqu'on y arrive justement, la 3060 contre la 6600, là aussi, la 3060 est quand même largement devant la RX 6600, et on sait qu'il y a des jeux où c'est pas le cas. Alors, de manière générale, la 6600 est un petit cran derrière la 3060, mais là il y a quand même un gros gap, puisque la 3060 tourne aux alentours des 60 fps de moyenne, 1080p natif, là où la RX 6600, on tourne plus aux alentours des 40, 50, 55 au mieux, je dirais, quand même largement ici à l'avantage de la 3060, et c'est pas grâce à sa VRAM, puisqu'ici on n'en utilise que 4, donc ouais. Deux cartes un petit peu plus anciennes, la RTX 2060 et la GTX 1080 Ti, la vénérable 1080 Ti, eh bien on voit qu'ici, comme dans pas mal de jeux récents, elles font plus ou moins jeu égal. C'est vrai que on a vu par le passé, ou même encore assez récemment, par exemple sur Counter-Strike 2, la 1080 Ti peut mettre une tollée à beaucoup de cartes de génération plus récente, tout simplement parce qu'en DirectX 11, souvent, la 1080 Ti, elle a tout ce qu'il faut, elle est très performante à ce niveau-là, tandis que tout ce qui est DirectX 12, avec des moteurs plus récents, elle a un petit peu plus de mal, puisqu'elle n'a pas toutes les fonctions hardware pour pouvoir tirer au mieux parti de toutes ces nouvelles fonctionnalités, du coup elle est un petit peu pénalisée. Bon, ici on voit qu'en gros, elle est même un petit cran derrière, je dirais la 2060, pas de beaucoup, mais la plupart du temps, on voit qu'elle est un petit cran derrière. Donc on voit aussi que la 2060 s'en sort pas trop mal, 1080p natif, détail élevé. Bon, on pourrait descendre encore un petit peu les détails pour avoir quelque chose de plutôt propre et de plutôt fluide. Pareil pour la 1080 Ti, il y a très clairement moyen de la faire tourner à 60 fps, je pense. Et enfin, on termine avec la petite GTX 1060, puisque c'est toujours intéressant de regarder comment ça se comporte. Alors, à gauche, c'est du 1080p natif, détail élevé, et à droite, j'ai utilisé l'upscaling avec le FSR en mode qualité, mais aussi j'ai mis les détails en bas. Alors, on voit que 1080p natif,
on maintient difficilement les 30 FPS, je dirais. On tourne souvent en dessous. Tandis qu'avec le FSR, et en mettant les détails en bas, là on voit qu'on tourne aux alentours des 35-40, donc c'est beaucoup plus jouable dans l'ensemble. Alors après, c'est pas des performances incroyables, mais encore une fois, hein, je dirais qu'on peut probablement maintenir un 30 FPS plus ou moins constant, ce qui permettra de jouer. Pas dans des conditions idéales, mais encore une fois, hein, la 1060, c'est une carte qui a 8 ans, c'était déjà l'entrée de gamme à l'époque, que ça fasse encore tourner ce type de jeu dans des conditions plutôt correctes, ça reste tout à fait raisonnable, je dirais, donc c'est très correct hein, pour la 1060. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai rajouté les tests processeur en vidéo, puisque là c'est vraiment un jeu énormément limitant côté processeur, pas juste avec le GPU, et comme on peut le voir, en 1080p, la 4090 s'ennuie fortement, que ce soit que le 7800 X3D ou le 14700K, puisqu'on voit ici qu'on est à environ 50% d'utilisation GPU, bottleneck processeur énorme. Enfin, le 7800 X3D arrive à venir environ 100, 110, 120 FPS de temps en temps. Le 14700K, on voit que ça tombe plus aux alentours des 90-100. Et on voit aussi que côté consommation processeur, j'ai rarement eu le 14700K consommé autant en jeu. Puisque là, on n'est pas très loin des 200 watts de consommation. Le processeur mouline beaucoup et ça chauffe beaucoup. Donc oui, c'est un jeu qui va faire vraiment travailler le processeur. Donc ne soyez pas étonnés que quand vous jouez, vous ayez des températures plus élevées que d'ordinaire, c'est un jeu très demandeur. Du coup, pour le match Ryzen 7600, 13600K à droite, on voit que là aussi, les deux processeurs sont très limitants, forcément, pour la 4090 qui s'ennuie toujours. Et ce sera la même chose jusqu'en 4K, il y a vraiment qu'en 4K où la 4090 va être un petit peu plus limitante, mais encore une fois, ça dépendra du processeur qui est derrière. Puisque si vous jouez par exemple avec un Ryzen 5600 ou un 5800 X3D, même en 4K, vous serez bottleneck par le processeur sur ce jeu-là. Donc c'est vraiment un cas très particulier. Sinon, pour le duel, je dirais 7600, 13600K, c'est à l'avantage du 13600K, comme dans quasiment tous les jeux. Mais c'est vrai qu'ici, le Ryzen 7600 s'en sort plutôt bien, même comparé au 5800 X3D. Donc très clairement, je pense que le jeu est en demande, je dirais, de bande passante mémoire, et je pense qu'ici la DDR5 joue un rôle un petit peu plus important que dans pas mal d'autres titres. Puisque comme on peut le voir ici, on est avec le 5800 X3D et le Ryzen 5600 à droite, on voit que même par rapport au Ryzen 7600, ici le 5800 X3D fait un cran moins bien, ce qui est quand même assez rare. D'ordinaire, dans la majorité des jeux, le 5800 X3D est devant. Donc on est toujours un bon cran au-dessus du Ryzen 5600 classique, mais je dirais que pas une contre-performance pour le 5800 X3D, mais c'est moins bien que ce qu'on a l'habitude de voir. On limite fortement la carte graphique, qui s'ennuie beaucoup. Là, elle est à 40% d'utilisation pour le Radeon 5600, environ 50% pour le 5800 X3D. Et enfin, on retrouve nos petits processeurs, le Ryzen 3600 à gauche et le 13100F à droite. Et ce qu'on peut noter d'emblée, c'est qu'au niveau du taux d'utilisation pour le 13100F, les 4 corps tournent à 100%. Donc ça, c'est quand même assez rare pour être souligné. C'est vraiment un jeu très demandeur du côté processeur, et très clairement, on voit qu'il apprécie avoir plus de corps. 6, c'est pas du luxe, puisqu'ici, on voit que même le Ryzen 3600, au niveau taux d'utilisation, on est aux alentours des 80%, ce qui est quand même énorme, c'est très rarement le cas. Donc le jeu est très gourmand du côté processeur, et on voit qu'au niveau des performances, on voit que le Ryzen 3600 tourne aux alentours des 60. Là où le 13100 tourne aux alentours des 70, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins stable au niveau du 1%. Et ça questionne aussi au niveau des consoles, puisqu'on sait que le Ryzen 3600 est pas très loin de ce qu'on trouve dans les Xbox et PlayStation 5, et on voit qu'on maintient difficilement les 60 FPS, donc je pense que c'est assez raccord à ce qu'on devrait retrouver sur console. Ça va aller, je dirais, maximiser les 60 FPS, mais de justesse. Du coup, voyons voir un petit peu ce que ça donne tout ça en graphique. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, en 1080p, comme on peut le voir ici, on est fortement limité par le processeur. Le 7800 X3D ici va taper au maximum les 114 FPS de moyenne avec la 7900 XTX. On rappelle pourquoi est-ce que c'est comme ça souvent. C'est parce que tout simplement, le poids des drivers est plus élevé chez Nvidia que chez AMD, ce qui fait que dans pas mal de scénarios, quand il y a un bottleneck processeur, les cartes d'AMD peuvent prendre l'avantage, mais ici il n'y a que la 7900 XTX pour laquelle c'est le cas. On voit aussi que les 3090 Ti et 3080 sont même devant les RTX 4000, que ça aussi on l'a déjà vu dans d'autres jeux. La génération 3000 est aussi un petit peu moins gourmande côté poids du driver que les RTX 4000, donc il y a des comportements légèrement différents selon les architectures. Mais bon, grosso modo, si on veut schématiser, de la 7900 XTX jusqu'à la RTX 4070,
les performances sont globalement les mêmes, puisque toutes les cartes ici sont limitées par le processeur. Il n'y a qu'à partir de la 4070 où ça bouge un petit peu plus, puisqu'on voit que la 4070 est légèrement devant la 7800 XT, mais encore une fois, on n'est pas très loin des cartes les plus performantes. Par contre, comme on l'a vu en vidéo, la 7900 GRE est derrière la 7800 XT, ce qui est quand même assez rare, hein. La plupart du temps c'est l'inverse. Donc contre-performance de la 7900 GRE sur le titre, j'ai vérifié ça vraiment beaucoup de fois parce que ça me paraissait vraiment bizarre, mais c'était la même chose à chaque fois. D'ailleurs, on voit même que la 7700 XT est pas très loin derrière la 7900 GRE, ce qui est quand même assez rare. Alors ensuite, on voit que la 3060 Ti est légèrement devant les 4060 Ti 8 et 16 Go, alors ça aussi, c'est rare que ce soit le cas, mais ça arrive, même en 1080p. Puisque d'ordinaire, en 1080p, les 4060 Ti ont un avantage, et la 3060 Ti rattrape son retard en résolution supérieure. Ce qui peut probablement s'expliquer ici, peut-être que le jeu est très gourmand du côté bande passante mémoire, comme c'était le cas avec les processeurs. On a vu que je pense que la RAM et la bande passante mémoire a un gros impact sur le titre. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi on retrouve la 7800 XT devant la 7900 GRE. La 4060 et la 7600, quasiment égalité comme on l'avait vu en vidéo. La 6700 XT, quand même un bon cran derrière, la 3060 Ti, comme on l'a vu là aussi en vidéo, contre-performance. Ici aussi, la 6700 XT a un bus mémoire plus petit que la 3060 Ti, donc là aussi, ça paraît plutôt logique avec ce qu'on a vu plus haut dans la gamme. La 3060 est quasiment au même niveau que la 6700 XT, et la 2060 s'en sort plutôt correctement. On voit derrière l'arc A770 et la 750 qui sont très légèrement en dessous des 60 fps de moyenne. Les performances sont pas mauvaises, il n'y avait pas de problème majeur avec les cartes Intel ici, mais les performances sont pas incroyables, et elles sont en dessous de la RTX 3060, là où dans la plupart des jeux, elles sont plus ou moins, je dirais, à égalité. Mais c'est vrai que là, ça fait une paire de jeux qui sortent récents, je dirais, où elles ont un petit déficit par rapport à la 3060. Donc il n'y a rien, je dirais, qui va mal. On peut jouer au jeu avec les cartes d'Intel, mais elles performent pas spécialement bien. La 1080 Ti se retrouve plus ou moins au même niveau que les cartes d'Intel d'ailleurs, et elle est plus ou moins à égalité avec la RX 6600, qui est un tout petit cran derrière. Et enfin les plus petites cartes, la 1060 et la 380, là aussi c'est avantage pour la GTX 1060. Alors on passe ensuite en 1440p, le jeu est gourmand mais on a vu pire dernièrement, ça reste relativement très jouable, même avec des cartes plutôt modestes en 1440p détail élevé. On voit que la 4090 et la 4080 Super vont toujours venir taper, je dirais, la limite processeur ici. Et on voit que même la 3090 Ti, la 7900 XTX, la 4070 Ti Super et la 4070 Super en sont très proches également. La 7900 XT, elle n'est pas spécialement à la fête sur le titre, je trouve, mais elle s'en sort correctement, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins bon que ce qu'on a déjà vu ailleurs. Et un scénario un petit peu étrange aussi, c'est la 4070 et la 3080. C'est vrai que d'habitude on voit souvent la 3080 légèrement au-dessus de la 4070. Ici en 1440p elle fait moins bien. Alors là aussi, je dirais, j'ai vérifié, revérifié à chaque fois les performances, à chaque fois on tombait, je dirais, dans les mêmes écarts, donc très clairement. Avantage 4070 ici, je m'explique pas trop pourquoi. La 7800 XT reste ici aussi encore un bon cran au-dessus de la 7900 GRE. Encore un petit peu la même chose que 3080, 4070. Et du coup, la 7700 XT se retrouve encore une fois très proche de la 7900 GRE, ce qui est quand même assez rare. La 3060 Ti, les 4060 Ti 8 et 16 Go sont encore une fois assez proches, avec toujours un petit avantage pour la 3060 Ti. La 6700 XT fait moins bien par rapport à la 3060 Ti d'ordinaire. On retrouve plus ou moins les mêmes trucs qu'on avait vu en 1080p pour le bas du tableau, je dirais. En dehors de la 770, qui se maintient comme souvent, elle, un petit peu mieux en 1440p, là où les cartes des concurrents ont tendance à perdre un petit peu plus en performance, ce qui explique que souvent en 1440p, les cartes d'Intel ont un petit avantage. Pour autant, on reste quand même un bon cran en dessous des 60 fps de moyenne, donc il faudra faire appel à l'upscaling, je dirais, pour aller les chercher. Sinon, en dehors de ça, la 4060 et la 7600 sont au coude à coude, avec un léger avantage pour la 4060 ici. La 3060 est à peine devant la 1080 Ti, mais on retrouve tout en bas du tableau la RX 6600 qui est un tout petit cran derrière. Et enfin on arrive en 4K, et je dirais que là les cas graphiques reprennent un petit peu d'importance, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les résolutions inférieures, puisque là on voit que maintenant la 4090 a clairement l'avantage sur les cartes qui sont en dessous. La 7900 XTX arrive en deuxième position, la 4080 Super est un petit cran derrière, ça je dirais c'est le scénario classique. On retrouve tout petit cran d'en dessous la 7900 XT qui arrive en dessous des 60 fps de moyenne, mais pas très loin. Le duo 3090 Ti, 4070 Ti Super sont en dessous de la 7900 XT, mais vraiment très proche.
Et un cran derrière, la 4070 Super et la 7800 XT qui finit ici encore une fois devant la 7900 GRE, mais l'écart s'est beaucoup resserré. Et enfin en bas de tableau on retrouve la 3080 et la 4070, avec la 3080 qui reprend maintenant son avantage sur la 4070. Donc je pense vraiment que le jeu doit être très demandeur du côté bande passante et cache, et je pense que selon ce qui se passe, ça peut donner l'avantage à une carte plutôt qu'une autre, selon la charge graphique, enfin bref, c'est vraiment un comportement assez particulier sur le jeu. Alors pour voir un petit peu ce que ça donnait, j'ai voulu voir le scaling des presets, et comme on est fortement limité par le processeur, en réalité, des détails ultra au détail médium, ça change quasiment rien en 4K, il n'y a que les détails bas où j'avais vraiment un gros gain de performance. Donc je sais pas si c'est la même chose pour toutes les cartes, mais en tout cas que la 4090, j'avais vraiment un écart de performance uniquement en détail bas. Tous les autres, je dirais, réglages, on tournait dans les mêmes eaux. Alors certes, c'est à chaque fois un petit peu plus léger, mais il n'y a vraiment pas un écart, je dirais, énorme. Enfin, autant jouer en ultra, hein, limite, ça changera pas grand chose. Du coup, j'ai pas fait le scaling avec l'upscaling, puisque ça servait à rien non plus, puisqu'en gros, dès qu'on active, je dirais, le DLSS en mode quality en 4K, on vient taper les performances maximum du processeur, donc il n'y a aucun intérêt de mettre le DLSS en mode équilibré ou performance, on gagnerait rien de plus que le DLSS qualité. Donc bref, c'est vraiment un cas particulier ce jeu. Et en ce qui concerne les processeurs, j'ai fait que les tests en 1080p, tout simplement parce que le 1440 et la 4K, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Puisque grosso modo, même en 4K, on n'est pas très loin d'être bridé par le 7800 X3D pour la 4090. Ce qui veut dire qu'en gros, tous les autres processeurs, on aurait plus ou moins exactement le même graphique dans toutes les résolutions. Le 14700K, briderait la 4090 en 4K, le 13600K aussi, et comme le 7600, le 5800 X3D et compagnie. Donc, il n'y avait aucun intérêt à, je dirais, tester les processeurs dans les autres résolutions, puisque même en 4K, on est à la limite du bottleneck processeur. Du coup, le 7800 X3D arrive en tête, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo. Le 14700K est derrière, je dirais, sur la moyenne, mais on voit qu'au niveau des 1%, il est plutôt proche du 7800 X3D, et il a même un léger avantage. On retrouve derrière le 13600K qui se défend très bien lui aussi, suivi du Ryzen 7600 qui est, pour le coup, un petit cran au-dessus du 5800 X3D, comme on l'a vu également, ce qui est assez rare. Et on voit que du coup, en 1080p, le Ryzen 5600 avec la 4090, on voit qu'on tourne à peine aux 70 FPS de moyenne. On voit que le 13100F qui tournait à 100% d'utilisation sur les 4 corps, alors on voit qu'au niveau des performances moyennes, c'est 64 FPS, c'est très correct, mais on voit qu'au niveau des 1%, il fait moins bien que le Ryzen 3600. Et pourtant, le 13100F ici est épaulé de DDR5, comme les plus gros processeurs Intel aussi. Donc, on voit que là, le fait qu'il n'ait que 4 corps, c'est un petit peu pénalisant pour le 13100F. Et le Ryzen 3600, comme bien souvent, ferme la marche, mais on voit qu'il atteint quasiment uniquement les 60 FPS de moyenne. Et encore une fois, j'ai l'impression que le jeu est vraiment calibré pour atteindre les 60 avec Zen 2, qui équipe aussi les consoles, qui explique vraiment qu'on est vraiment borderline ici. Enfin bref, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ici, si ce n'est que c'est un jeu assez atypique au niveau de ses performances. C'est vraiment un des jeux qui tire le plus sur le processeur que j'ai jamais vu, et je pense que ça bridera aussi pas mal de configs. Du coup, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, si vous trouvez que vos performances ne sont pas incroyables, rajouter de l'upscaling ou baisser les détails, ça servira probablement pas à grand chose si c'est le processeur qui limite. Mais ça peut arriver très rapidement. Et comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur Bottleneck, faites un comparatif des performances max dans mes tests de processeur avec les tests de carte graphique. Si je prends un exemple au pif, j'ai un 5800 X3D et une RTX 3080, je joue en 1440p, le 5800 X3D top environ à 90 FPS ici, et la 3080 à 80. Donc on n'est pas bottleneck processeur, mais on n'est pas loin. Par contre, avec une 7900 XT, là on serait limité sur le jeu par le 5800 X3D. Par contre, j'ai un Ryzen 5600 et une RTX 3080, ce qui est un combo tout à fait correct, et là, même en 1440p, le processeur limiterait la 3080, donc baisser les détails ou ajouter de l'upscaling, ça servirait à rien. Et pour moi, le plus dommage dans l'histoire, pour un jeu qui est vraiment aussi gourmand du côté du processeur, c'est de ne pas avoir accès au frame generation, ou qu'il ne soit pas encore implémenté, puisque ce serait un moyen d'avoir plus de fluidité, puisque là, même avec le matos le plus performant actuel, 4090 et 7800 X3D, on arrive difficilement à plus de 120 FPS, et peu importe ce qu'on fait avec les réglages, ça changera rien.
Avec le FrameGen, on pourrait atteindre les 144 ou 165 Hz plus facilement. Donc dommage, je dirais qu'il n'y ait ni le FSR ni le DLSS FrameGen. La FMF ou le Lossless Scaling peuvent donc dépanner ici en cas de besoin, ou si vous voulez absolument plus de performance si votre processeur bride. Et comme on l'a vu au niveau des tests processeurs, c'est clairement les 60 FPS avec Zen 2 qui ont été visés pour les consoles, puisque le Ryzen 3600, il est pas très loin, mais il n'atteint pas de manière stable non plus. Et avec des processeurs plus anciens, je dirais type Ryzen 2600, ou encore plus anciens, ou des quad-core Intel d'il y a quelques années, ça doit être encore un petit peu plus compliqué. Puisqu'en plus de ça, on a vu avec le Ryzen 13100F, qui est un processeur quand même plutôt performant pour un quad-core, qui tournait à 100% sur les 4 corps. Donc je pense que le jeu va mettre à mal quand même pas mal de configs et pas mal de processeurs. Donc oui, c'est un gros mangeur de processeurs, et soyez pas étonnés de voir du coup vos gros processeurs Intel, par exemple de génération 13 et 14, chauffer et consommer un max, comparativement à ce que vous avez l'habitude de voir en jeu. Donc pas de panique à avoir, c'est pas votre système de refroidissement qui fonctionne pas bien, c'est pas une histoire de pâte thermique ou je sais pas quoi, c'est juste que le jeu est vraiment hyper gourmand du côté du processeur, ça va chauffer. Mais bon, en dehors de ces observations-là, le jeu tourne plutôt bien. Alors il y a les petites histoires de stutter qui, j'espère, seront corrigées elles aussi, mais c'est pas dramatique. Dans l'ensemble, le framerate se maintient plutôt bien, ce qui est quand même une plutôt bonne nouvelle, vu que c'est le chaos total la plupart du temps. Mais c'est vrai que je suis quand même assez curieux de voir comment ça va se passer du côté des patchs, des optimisations par la suite. Est-ce que ça va évoluer ? Est-ce qu'ils vont rajouter par exemple le Frame Generation? Il me semble que j'en ai entendu parler, que ça devrait arriver plus tard. C'est un petit peu dommage que ce soit pas là à la sortie non plus. D'autant plus que le jeu semble quand même plutôt attendu. De ce que j'ai vu des premiers chiffres sur Steam au niveau du nombre de joueurs, le jeu n'est pas encore vraiment sorti. On est dans la phase, je dirais, de lancement anticipé. Ça sort dans 2 jours, officiellement, pour ceux qui n'ont pas voulu payer la surtaxe, on va dire. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde qui va jouer. On a déjà des annonces comme quoi il y aura du contenu qui devra arriver par la suite aussi. C'est vrai que le studio avait pas trop mal bossé sur le suivi de World War Z au niveau du contenu et des patchs également. On verra s'il rajoute et corrige certains aspects de ce Space Marine 2 rapidement, je l'espère. Enfin bref, pas grand chose d'autre à dire pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, les trucs débiles de YouTube, c'est débile, justement, mais ça aide. La page Amazon de la chaîne aussi, si vous voulez voir des idées de configuration type et tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Et comme toujours, un immense merci aux membres soutien YouTube et Ko-fi de la chaîne qui permettent à la chaîne de rester en vie. Donc comme d'habitude, un énorme merci à vous tous. Et puis sinon, on se retrouve aussi très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!